vous remercie infiniment, Monsieur Bussy, d'avoir accepté notre invitation. Voilà. Je vais laisser le plaisir à notre modérateur journaliste de ce soir vous présenter, Monsieur Pierre-Édouard Peillon, qui est à Enghien pour la première fois, qui viendra aussi présenter Éric-Emmanuel Schmitt le lundi 3 décembre prochain à 19 h, ici même aussi. Si vous voulez vous inscrire pour la prochaine conférence, vous appelez à la médiathèque. Voilà, donc Monsieur Peillon, vous êtes journaliste et critique spécialisé dans la littérature et le cinéma. Vous écrivez pour le Nouveau Magazine littéraire et styliste, et vous avez aussi collaboré pour plusieurs autres titres, dont Marianne et Criticat. Parallèlement à l'écriture d'articles, vous animez des rencontres et des débats comme ce soir dans des cinémas aussi et des événements littéraires. Voilà, sans plus tarder, je vais donc laisser Monsieur Peillon présenter notre auteur. Il y aura un jeu de questions-réponses pendant 45 minutes, 50 minutes, selon la forme aussi de Monsieur Bussy et Monsieur Peillon. Parce qu'après, il y a aussi la dédicace qui se déroulera ce soir plutôt dans le hall, la vente des livres et dédicace ensuite dans le hall, et boire un verre si vous le souhaitez. Voilà, je vous remercie tous infiniment. Angela Ossouline aussi, qui est toujours là depuis une année, qui permet ces rencontres-là. Voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite de passer un très bon moment et à tout à l'heure. Merci. Merci. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être ici aussi nombreux ce soir. J'ai donc le plaisir d'être avec Michel Bussy ce soir. Michel Bussy, donc, vous êtes l'auteur de 13 romans, si je ne me trompe pas, c'est bien ça ? Je crois. Voilà, je crois l'avoir compté, je crois que c'est à peu près ça. Et aussi d'un recueil de contes pour enfants, donc, qui s'est intitulé Les Contes du réveil matin et qui sera en librairie seulement demain. Demain, à minuit. Bon, je crois que le libraire fait une nocturne, mais je ne suis pas sûr. Alors, vous avez débuté votre carrière d'écrivain relativement sur le tard avec Code Lupin en 2006. Et jusqu'à récemment, vous continuez à exercer le métier d'enseignant-chercheur en géographie à l'Université de Rouen. En 2011, vous publiez Nymphéa Noir, et c'est avec ce polar que vous obtenez de nombreux prix et vous entrez dans ce qu'on pourrait appeler la catégorie des auteurs de best-sellers. Et depuis, vous êtes un des écrivains qui vend le plus en France. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, avec les deux romans sur lesquels on va vraiment se concentrer ce soir, qui sont donc, on l'a trouvé plutôt joli, donc qui est derrière nous, et Sans famille, qui est donc une réédition que vous avez retravaillée en fait d'un de vos premiers romans. J'ai pas pu m'empêcher de remarquer que votre succès, quand même, à grande échelle, coïncide avec votre changement d'éditeur. Et donc, je me demandais, est-ce que votre collaboration avec les presses de cité vous a permis d'écrire différemment ? Est-ce que c'est quelque chose qui a changé dans votre façon d'aborder votre manière d'écrire des romans ? Non, je crois pas, en fait, parce que, alors, pour expliquer, effectivement, j'ai fait 4 romans. C'est un auteur, un éditeur régional, un petit éditeur régional normand. Et puis mes autres romans, donc c'est un éditeur, Les Presses de la Cité, qui est un éditeur national, comme on dit. Mais j'ai pas l'impression, parce que mes premiers romans, aussi bien Sans famille, par exemple, ont été publiés. Enfin, je suis un éditeur régional, mais en fait, je les ai publiés ensuite chez un éditeur national. Et puis, par exemple, Nymphéa Noir, qui est un peu le roman de transition entre les deux. Effectivement, il était publié chez un éditeur national, donc un peu présent partout, mais je l'ai écrit en étant encore chez mon éditeur national, entre guillemets. Donc, c'est pour la petite histoire de Nymphéa Noir, voilà, c'est que j'étais chez mon éditeur régional, j'ai écrit Nymphéa Noir. Je l'ai fait lire à un auteur normand que je connaissais, et puis il m'a dit surtout, tu ne le files pas à ton éditeur régional, il faut que tu trouves un éditeur national, sinon tu vas arrêter de vendre de 2000 ou 3000 bouquins, etc. Alors je lui ai dit ouais, mais écoute, j'ai déjà essayé, personne n'en veut de mes bouquins au niveau national, au moins avec mon éditeur régional, il va me le prendre, c'est super, en Normandie, les Nymphéas, Claude Monet, tout ça, ça va bien marcher. Et voilà, il m'a tenu tête en disant non mais arrête avec ton truc et attends, sois patient et un jour un éditeur national va te prendre un bouquin. Et c'est ce qui s'est passé sur Nymphéa Noir.
Et je lui dois une fière chandelle, parce que sinon, peut-être que voilà, j'aurais continué à publier mes livres chez un éditeur régional, et je me sentais évidemment très bien là-bas. Donc je ne pense pas, pour répondre à la question, que vraiment j'ai écrit différemment les choses. Après, c'est vrai que quand on est chez un éditeur régional, ce qui change peut-être, c'est le titre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on écrit pour un éditeur régional, il faut qu'il y ait la Normandie, par exemple, dans le titre. Donc c'est, voilà, on met un crime sous-titre, le polar du débarquement. Voilà. Donc il y a au moins un sous-titre qui rappelle la Normandie. Après, quand vous êtes sur un éditeur national, vous pouvez vous permettre des titres sur des chansons ou autre chose. En tout cas, vous n'êtes pas obligé de rappeler systématiquement où ça se passe. Alors peut-être que donc, finalement le changement d'éditeur vous a fait seulement modifier votre façon d'envisager les titres plutôt que votre écriture en règle générale. Mais est-ce que après ça, après coup, après Nymphe et un Noir, au-delà du changement d'éditeur, le changement un tout petit peu quand même d'échelle dans les ventes, le fait que vous avez acquis comme ça un nouveau statut, vous êtes devenu un des écrivains les plus populaires de la scène littéraire française, est-ce que ça aussi, par contre, ça vous a fait changer votre manière d'écrire pour un lectorat réduit ou écrire pour un lectorat qu'on sait désormais assez massif, ce n'est quand même pas tout à fait la même chose. Bah, là encore, j'aurais tendance à dire que à mon petit niveau, ça change pas grand-chose en fait. En tout cas, ça change pas massivement la façon d'écrire, le fait d'être comme ça un écrivain connu entre guillemets, ou au contraire d'être un écrivain qui vend beaucoup de livres. Moi, la différence que je vois, c'est que ça offre une liberté, c'est-à-dire le fait d'avoir du succès avec des romans fait que sur le roman d'après, on va avoir a priori la confiance d'un éditeur. On sait qu'a priori l'éditeur va investir sur le roman et que du coup, a priori, le roman ne va pas comme ça se perdre sur les étagères d'une bibliothèque ou d'une librairie et que voilà, au bout de 15 jours, plus personne n'entendra parler du roman qu'on a mis 1 an ou 2 ans à écrire ou parfois toute une vie à écrire. Donc ce que ça change, le fait d'avoir du succès, c'est que du coup on a une forme de certitude que ce sur quoi on va passer beaucoup de temps à écrire, ça va valoir le coup. C'est-à-dire qu'il va y avoir un retour positif ou négatif, mais en tout cas le roman aura sa chance et sera connu, critiqué, lu, éventuellement détesté, mais en tout cas il existera. Donc moi c'est ça qui change, et du coup pour moi c'est un changement qui va vers une forme de liberté, c'est-à-dire que je pense que moi, quand j'ai commencé à écrire, et je pense que beaucoup de jeunes auteurs qui commencent à écrire, ce qui est terrible, c'est de se dire, par exemple, si on fait un livre qui ne marche pas du tout, qu'est-ce qu'il faut que je change ? Je continue à faire ce que j'ai déjà fait parce que je crois en ça, ou au contraire, si personne ne parle de mes livres, ou en bien ou mal, il faut que je change quelque chose, il faut que je trouve un autre style, il faut que je trouve... Voilà, donc ça, on se pose sans doute beaucoup de questions. Alors quand ça marche, eh ben, on a une forme de liberté qui permet de faire exactement ce qu'on veut. Donc moi, je me ressens vraiment très libre. La preuve, les contes pour enfants que je publie demain, c'est des contes, au départ, quand j'étais voir les... On me dit, c'est pour quel âge ? 8, 10 ans, 10, 11 ans, et voilà. Et moi, j'ai dit non, c'est pas pour... c'est de 10 à 99 ans. Enfin, voilà, c'est des trucs qui sont pas du tout formatés. Et je sais que s'ils sont publiés, c'est parce que l'auteur se dit que il va en vendre quelques-uns, parce que, voilà, j'ai vendu des romans, et donc il me fait confiance. Mais c'est des choses que je porte en moi depuis très longtemps. Je sais très bien que si j'avais jamais publié un seul roman, et que j'étais venu avec ces contes, personne, absolument personne ne les aurait publiés. Alors je ne sais pas si ce sera un succès ou pas, mais je sais que j'ai cette liberté de pouvoir écrire ce que je veux. D'ailleurs, pareil, on l'a trouvé plutôt joli. C'est évident que venir avec un roman policier sur les migrants, il y a beaucoup d'auteurs, enfin beaucoup d'éditeurs qui ne l'auraient pas fait, ou qui en tout cas, et ça me permet d'écrire aussi sur les migrants, parce que voilà, je sais que j'ai cette liberté-là et que... quelque part, je ne sais pas à compter le nombre de livres que je vais vendre. Enfin, donc voilà. Donc, je pense vraiment que c'est la liberté. Après, il faut bien comprendre que quand on est un écrivain qui vend beaucoup de livres, et je pense que c'est le cas de presque tous les écrivains en France, c'est peut-être pas le cas aux États-Unis, mais en tout cas en France, c'est presque le cas de tous les écrivains. Quand ils écrivent leurs livres, ils sont chez eux,
même d'ailleurs souvent chez eux, avec leurs gamins qui jouent à côté, avec leur femme qui rentre avec les courses, avec le chat qu'il faut faire sortir. Et voilà, ils écrivent comme un artisan ferait son étagère. Et ils écrivent comme ça, généralement sans personne qui leur dit « Ah, attention, ton héroïne, tu sais, pourrait être blonde plutôt que brune. » Et puis là, il y a des sondages en ce moment qui disent que si tu veux gagner des lecteurs, il faudrait que tu fasses ça. C'est pas du tout comme ça qu'écrivent les écrivains français. Ils écrivent ce qui leur passe par la tête, chez eux, tout seuls, devant leur ordinateur. Les éditeurs ont compris qu'il fallait foutre une paix royale aux écrivains, parce que s'ils commençaient à leur donner des avis et des conseils, ils allaient perdre ce qui fait un peu la formule magique qui fait que les lecteurs ont envie de lire les livres de quelqu'un et qu'ils veulent que ça sorte de la tête de ce quelqu'un et qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait beaucoup d'intermédiaires pour commencer à ce que ça apparaisse comme un truc un peu formaté, un peu fabriqué, un peu aseptisé. Après, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, on sait que quand c'est un bouquin d'un tel, d'Anna Gavalda, de Fred Vargas, de Bussy, même de Musso, on sait que ça sort de la tête de l'auteur. Voilà, on l'aime ou on n'aime pas cet auteur, mais en tout cas, si on achète un livre, on sait qu'on va être dans son univers, et quand on le lit, qu'on commence à connaître l'écrivain, on se dit, ouais, je vois bien que c'est lui qui l'a écrit, et que qu'il y a quelque chose d'artisanal derrière. Donc ça, je crois que c'est tout à fait vrai. Là, mon prochain roman, il sort en mars, mon roman, je viens de le donner à mon éditeur ce week-end, je l'ai envoyé, et avant que je lui envoie, donc mars, vous voyez, c'est pas dans très longtemps, et il n'avait aucune idée de quoi ça parlait. Voilà. J'étais le seul à savoir de quoi ça allait parler, et mon éditeur, il a prévu tout un plan, tout un truc, etc., sans savoir du tout. Voilà. Et là, maintenant, c'est parti. Mais avant, je voulais garder la mainmise complète sur ma création. Alors, vous parliez de cette façon d'écrire dans la quiétude de la maison. Ou le bordel de la maison, d'ailleurs, voilà, plus souvent. Et si j'ai bien compris, je crois avoir lu que quand vous écrivez, vous préférez écrire quand même sous pression ou un peu à la dernière minute. Pas forcément, en tout cas, vous n'êtes pas du genre à vous astreindre à une journée de travail et d'écriture. Vous y mettez pas le matin et vous terminez le soir comme, je sais pas, Philippe Roth, par exemple, faisait ça. Faisait des vraies journées d'écriture. Vous n'êtes pas du tout dans cette manière, dans cette approche de l'écriture. J'aime bien, mais c'est pas souvent facile d'arriver à trouver autant de temps pour faire ça. Et non, c'est vrai que moi j'aime bien cette idée que l'écriture c'est une espèce d'urgence. Alors tous les écrivains ont des histoires différentes. Hein. C'est sûr que si on a le succès foudroyant à 20 ans, qu'on a le Goncourt à 20 ans, forcément, on a une vie devant soi pour écrire, donc on va se projeter dans la littérature. Pas tout à fait de la même façon quand on a un premier livre qui sort à 45 ans et un succès qui arrive à 50, où forcément on a organisé sa vie différemment, etc., etc. Donc, et c'est vrai que moi, il y a toujours eu cette idée que l'écriture, c'était quelque part en plus de la vie. C'est-à-dire quand j'étais ado, voilà, j'avais ma vie d'ado, j'avais mes copains, j'avais ma vie. Et puis quand je rentrais chez moi, tout seul dans ma chambre, j'écrivais. Mais voilà, il y avait peut-être quelques personnes qui le savaient, mais pas beaucoup. Et c'était en plus, c'est-à-dire j'allais pas. Donc j'écrivais le soir, j'écrivais le matin, j'écrivais en douce, quoi, en cachant. Et puis après, quand j'ai fait des études, et puis etc., que j'avais une vie de famille, pareil, j'écrivais. Voilà, en grattant du temps le soir, en grattant du temps sur un week-end. Voilà. Donc, et je trouve que, enfin, moi, j'ai toujours bien aimé cette idée que l'écriture, il y a la vie, et puis qu'il y a l'écriture qu'on vole un petit peu, qu'on vole à sa famille, qu'on vole aux amis, qu'on vole à la vie. Alors maintenant, bon, c'est un petit peu plus organisé, mais ça reste quand même. Enfin, j'aime bien encore cet état d'urgence-là, alors c'est pas un état d'urgence qui fait que, il faut que je rende mon manuscrit et j'ai plus qu'une semaine pour le rendre. C'est pas cet état d'urgence-là. C'est de se dire. Voilà, si j'ai pas bossé cette semaine, tant pis, je vais me coucher à 4h du matin, mais il faut que j'écrive, quoi. Ou si j'ai une idée qui m'est venue au feu rouge en rentrant chez moi, et je peux pas rentrer parce que j'arrive et il faut qu'on mange en famille et puis il y a toute une série de trucs à faire, je sais qu'après il faut que je vole 1 heure, 2 heures, 3 heures pour écrire cette idée, pour pas qu'elle s'envole. Et c'est vrai que cet état-là, je l'aime bien. Alors on est infréquentable, les écrivains, en tout cas. Faut pas vivre avec un écrivain parce que vous voyez le genre de truc où on est tout gentil, tout souriant et néanmoins on a le truc qui tourne et on n'a qu'une envie, c'est de prendre un bout de papier pour noter un truc dont on peut évidemment pas parler parce que c'est absolument impossible, parce que c'est juste un chapitre dans un roman qui fait 300 pages et on a juste une idée à un moment donné qui est le truc qu'on voulait mettre, quoi, et qu'on cherchait depuis longtemps.
Donc voilà, donc j'aime bien un petit peu cet état-là, mais je pense que ça dépend aussi de ce qu'on écrit. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'être en transe quand ils écrivent, et puis il y en a d'autres qui ont besoin d'être plutôt en transe quand ils inventent les histoires, quoi. Alors justement, pour en venir à ce que vous écrivez plutôt qu'au processus de l'écriture, j'ai l'impression que chez vous, écrire, c'est en partie écrire contre. Alors je vais m'expliquer, parce que ça fait très négatif comme ça. J'aime bien ça. Voilà. Alors je vais m'expliquer. C'est-à-dire écrire contre, je voudrais dire dans les deux sens du terme. Alors d'abord, ça va être contre une représentation du monde qu'il faut déconstruire, dont il faut montrer les coulisses, l'envers du décor. Et ça, on va pouvoir. J'espère qu'on aura le temps d'en parler. Donc on l'a trouvé plutôt joli, et dans Sans famille, c'est assez présent. Mais je pensais aussi à écrire contre, c'est-à-dire accoler à ou adosser à quelque chose, adosser à des références, adossé à des influences. Alors déjà, votre premier livre, Code Lupin, quand même, qui s'inscrit dans un héritage du roman policier français. Sans famille, qui est une référence très ouverte à Hector Malot. On l'a trouvé plutôt joli, qui fait référence aux paroles d'une chanson de Pierre Perry qui s'appelle Lily. Donc voilà. Dans l'ensemble, j'ai l'impression que vos romans quand même se plaisent à multiplier un peu comme ça les clins d'œil. Alors parfois ils sont très directs, c'est-à-dire jusqu'à citer ouvertement, comme par exemple pour Sans famille. Pourquoi est-ce que justement vous aimez manifestement comme ça prendre appui de cette manière sur d'autres œuvres, sur d'autres choses qui ont déjà été faites? J'ai quand même l'impression qu'il y a énormément d'écrivains qui quand même s'appuient sur une autre culture, des choses qui ont déjà été faites. Alors après, voilà, c'est des références qui sont un petit peu ses propres références, mais je n'ai pas l'impression d'être une exception en soi. Après, c'est vrai que... c'est très apparente, en fait, c'est pour ça. C'est que parfois, vous les laissez de manière très apparente, ouais. Là où certains ont tendance à peut-être le masquer. Ouais, c'est vrai. Alors après, c'est vrai que je me pose souvent la question, on me dit parfois, il y a presque du placement dans mes romans. Je vais citer un chanteur, je vais citer des paroles de chansons, mais je peux aussi citer une marque de voiture, ou je vais citer... un nom d'hôtel, etc. Et donc ça pourrait apparaître comme un placement de produit, comme dans le James Bond, on voit sa Rolex, on voit son Audi. Et donc je fais du placement uniquement parce que évidemment je touche, donc je donne des Rolex et des roules en Audi après, ou on me donne des disques de Pierre Perret. Non, en fait, non, du tout. Même si ça arrive quand même qu'on me donne des trucs comme ça, mais c'est rarement des... Et non, en fait, alors j'essaie de lutter contre, mais en fait, je m'aperçois que dans mon écriture, j'ai besoin de ça. Par exemple, je sais pas, je prends un héros qui dit qu'il va prendre sa voiture. J'ai besoin de dire il prend sa Fiat plutôt qu'il prend sa voiture. Quand je dis il prend sa voiture, ça me semble plat. Et voilà, même si je sais pas, parce que je suis nul en voiture, à quoi ressemble une Fiat, ça me semble mieux s'il prend sa Fiat que s'il prend sa voiture, quoi. Et donc c'est un peu souvent pareil s'il met la radio dans sa voiture et que je dis il écoute la radio. Bon, ça me semble plat. Si je dis il écoute Énergie ou il écoute Nostalgie et il entend Jodassin chanter les Champs-Élysées, ça me semble plus... Enfin, j'aime bien écrire comme ça, quoi. C'est ma façon d'écrire, et parce que tout de suite, je me dis, voilà, si on est sur Nostalgie, qu'on écoute Jodassin chanter les Champs-Élysées, ça renvoie à toute une série de références qui me semble utile pour le fait que le lecteur rentre dans ce que je veux lui dire, plutôt que simplement il écoute la radio. Voilà, bon, après, c'est ma façon d'écrire. C'est une d'incarnation plus concrète comme ça de vos personnages, de les ancrer plus précisément. C'est un peu c'est ma façon d'écrire. Après, c'est très intuitif. Par exemple, là, en ce moment, comme je vous le disais, je vous raconte ma vie. Je viens de rendre mon manuscrit pour le prochain roman à mon éditeur, donc il l'a lu ce week-end. Et c'est un roman qui parle beaucoup de musique du tout. Et il y a pas mal d'extraits de chansons. Et ça, mon éditeur, il est très gentil, mais il me maudit pour ça. C'est-à-dire qu'au début, quand je ne vendais pas de livres, que je cite les Beatles ou Jodassin, ça posait aucun problème. Mais maintenant que les livres se vendent, le service juridique a une trouille folle. Aller voir l'agent des Beatles pour savoir qu'un auteur français, mais qui vend quand même pas mal et qui peut vendre à l'étranger, enfin, pour lui, c'est un casse-tête terrible. C'est beaucoup de problèmes d'argent. Et je ne devrais pas le faire. Et je suis têtu en plus. Parce qu'il me dit, Michel, là, ta citation de Let It Be, c'est peut-être pas indispensable quand même. Parce que là, on galère vraiment. Et moi, j'y tiens comme un fou en me disant, non, mais si on retire Mother Mary Comes to Me, c'est tout le roman qui tombe, c'est pas là possible. donc voilà, il y a ce côté là pour le coup,
Ouais, qui relève un petit peu de l'inconscient, mais un peu comme dans mes descriptions géographiques, j'ai l'impression qu'à un moment donné, pour traverser le roman, il faut qu'on soit dans quelque chose voilà, qui nomme les choses, quoi. Donc, bon, après, c'est vrai que je l'ai pas... c'est sûrement assez inconscient, mais quand je me relis, de toute façon, très souvent d'ailleurs, ces références-là ne sont pas dans le premier jet, et quand je me relis, c'est une façon de donner du relief ou de l'incarnation au personnage, quoi. Ouais. Comme on est sur la question des références, je me demandais quelles sont un peu vos influences majeures. Est-ce que vous avez des noms, des titres quand vous écrivez qui vraiment vous tirent dans une direction ou dans une autre? C'est vrai que moi je ne suis pas fan des auteurs qui citent d'autres auteurs. Je ne dis pas qu'ils le font pour paraître savants. Je pense que les auteurs sont en général très sincères, et donc quand ils citent d'autres auteurs et des auteurs absolument inconnus ou des auteurs qu'eux-mêmes aiment, c'est évidemment des auteurs qu'ils aiment, qu'ils ont lus et qu'ils ont envie de faire partager à leurs lecteurs. Ça, c'est une évidence. Mais moi, je ne suis pas trop fan de ça. C'est-à-dire qu'il y a des tas d'auteurs absolument inconnus que j'aime. Je ne vais pas les citer dans mon roman. Je trouve que ça n'a pas d'intérêt pour l'histoire. C'est pas un truc que je peux le dire ça dans une interview, mais je ne vais pas le mettre dans mon roman. Par contre, dans mon roman, il y a vraiment cette idée dans mes romans, il y a cette idée de partage d'une culture et d'un univers. Et c'est vrai que bon, voilà, on est dans la culture populaire, donc moi je suis assez fasciné par cette culture populaire, et du coup c'est vrai que dans mes romans, si on les prenait tous et qu'on prenait les références, je pense qu'on pourrait cocher assez souvent Le Petit Prince, Harry Potter reviendrait souvent, Tolkien reviendrait souvent, et puis j'en oublie plein d'autres sans doute, beaucoup de la chanson populaire et du cinéma populaire. Sans doute parce que ce sont des références communes, d'une part, et puis ouais, il y a quelque chose qui m'a toujours fasciné de comment une œuvre qui est une œuvre plus ou moins commerciale au départ, mais enfin qui a des œuvres commerciales, il en sort 10 000 par an, comment une œuvre devient une espèce de référence populaire et sur lequel on peut s'appuyer pour dire autre chose, quoi. Voilà. Ça m'intéresse parce que du coup, ça devient une sorte d'archétype qui permet de communiquer sur autre chose. Voilà, quand aujourd'hui on parle d'Harry Potter, dans Sans famille, par exemple, ça parle d'un orphelin qui a du mal à faire le deuil de son père, qui se pose des questions sur le deuil de son père et sur son statut d'ado orphelin. Bon, ça me semblait logique qu'à un moment donné, lui-même se compare à Harry Potter ou se dise, il y a des crétins dans ma classe qui regardent si j'ai pas une cicatrice sur le front parce que j'ai perdu mes parents. Bon, à la fois ça m'amusait, puis je trouvais ça logique qu'on ait cette référence-là qui parle à tout le monde, et on se dit, ouais, tout de suite, voilà, on voit bien ce que peut ressentir un ado qui devient dont son statut d'orphelin fait de lui une sorte de petit héros, en tout cas lui donne un statut qu'il n'aurait pas si ses parents étaient là. Alors, pour en venir donc vraiment un peu dans le vif du sujet à Sans famille et à On l'a trouvé plutôt jolie. Je ne sais pas si vous l'avez tous lu. Je résume quand même rapidement les intrigues, les pitchs. Donc, On l'a trouvé plutôt jolie. S'ouvre donc sur une série, sur un puis deux meurtres de personnages qui sont liés à une association d'aide aux migrants et plusieurs éléments de l'enquête qui vont incriminer une famille d'immigrés maliens dont la mère cache un secret. On peut résumer ça comme ça à peu près. Et Sans famille, qui est l'histoire d'un orphelin qui, alors qu'il est en vacances sur l'île de Mornezet, qui est donc une île fictive dans les îles britanniques, est persuadé cet orphelin est persuadé d'avoir aperçu son père, qui est pourtant mort donc 10 ans plus tôt. Et l'intrigue part de là. J'ai remarqué que dans vos deux romans, dans ces deux romans-là en tout cas, vous avez le même découpage narratif à peu près, c'est-à-dire que les chapitres s'ouvrent tous sur une mention de l'heure. Alors je me demandais si c'était pour donner justement une sorte d'effet de réel, pour apparenter un peu votre roman à une chronique qui retracerait un peu instant par instant comme ça une histoire. Alors, il y a un peu de ça, et il y a une nécessité liée aussi à l'histoire. C'est-à-dire dans Sans famille, comme on l'a trouvé plutôt joli, mais ce n'est pas le cas dans tous mes romans. On a des récits emboîtés. Alors, dans Sans famille, c'est 2 récits emboîtés. On l'a trouvé plutôt joli, il y en a beaucoup plus, il doit y en avoir 5 ou 6. Et donc, pour, par exemple, répondre sur On l'a trouvé plutôt joli, c'était une quasi-nécessité, parce qu'au départ, je voulais juste faire des jours-nuits. En fait, il y a à peu près du temps équivalent qui se passe le jour et la nuit, donc je m'étais dit, on va juste alterner. Et en fait, pour
pour que le lecteur se repère, enfin pour qu'on suive les histoires en parallèle, il était quasi nécessaire de les dater de manière à ce qu'on, je pense, le lecteur sache à peu près où il en est, à quel moment. Donc il y a ça. Après, oui, c'est aussi un mode de construction, c'est-à-dire que mes romans reposent aussi sur une construction, en particulier on la trouve plutôt jolie, sur une construction, enfin une sorte d'engrenage, on pourrait dire, de mécanique qui dépasse le roman lui-même, enfin que j'ai en tête avant d'écrire et qui aboutit à des révélations à la fin. Et du coup, cette mécanique-là, comment dire, le chapitrage comme ça des chapitres et des heures est aussi une façon d'amener cette construction en puzzle. Donc voilà, c'est pas systématique. À la limite, même si je pouvais m'en passer, je le ferais parce que c'est toujours plus intéressant comme ça de pouvoir démarrer des chapitres en laissant une part de suspense ou d'inconnu, d'accroche pour le lecteur. Mais très vite, on s'aperçoit que voilà, quand l'histoire est trop complexe, ça peut. Alors après, parfois, j'ai mis des noms de lieux aussi. Bon, là, tout dépend des romans, mais bon, voilà. Mais d'ailleurs, c'est relativement souvent le cas dans des romans. Alors, dans des sagas, dans des romans policiers ou des intrigues assez touffues avec beaucoup, où souvent il y a une référence effectivement du lieu, de l'heure, ce qui est juste une commodité. C'est une sorte de confort de lecture aussi. Après, d'ailleurs, je pense que la plupart des lecteurs ne le lisent même pas quand on s'enquiquine à faire ça. Et les lecteurs vont pas lire « Ah là, il est 11h01, après il est 11h03 ». Bon, c'est le genre de truc sur lequel on saute. Non, mais c'est vrai que ce sont des points de repère et c'est assez paradoxal finalement que ce sont disons une manière qui va être de rythmer le récit comme ça, de le fluidifier. Et par contre, vous avez quand même aussi, et ce que vous en parliez là à l'instant même, c'est que votre narration, elle est quand même aussi relativement hachée en fait, hein, parce que vous allez constamment être dans l'alternance comme ça. Notamment dans Sans famille, vous le disiez, on passe de Colin à Simon, après ça de nouveau à Colin, etc. Et on passe d'un personnage à l'autre selon les chapitres. Alors vous avez des découpages qui sont finalement comme des épisodes, et vous avez une écriture qui m'apparaît comme étant un sériel en fait. Or, j'ai trouvé intéressant que cet été, vous avez été adapté pour la première fois à l'écran, et c'était pas au cinéma, mais à la télévision, donc avec une série de 6 épisodes tirés de Maman à tort. Et assez intéressant, je trouve, le fait que vous avez écrit quelques scénarios avant d'être publié pour la première fois, avant d'être romancier. Alors, je ne sais pas si vous seriez d'accord de dire que on l'a trouvé plutôt joli, et Sans famille sont d'une certaine manière des romans, donc sériels, des romans comme des séries, ou sinon même peut-être des scénarios de séries en puissance, en fait. Alors, je sais pas, je pense qu'il y a une dimension, moi je préfère dire feuilletonesque que sérielle, parce que bon, c'est une référence un peu plus littéraire, et c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de mes héritages ou de mes influences, et c'est évident que dans mes influences littéraires, il y a les grands feuilletonistes du 19e et du début 20e dans l'univers voilà, des Verne, des Dumas, des Maurice Leblanc et autres. En tout cas, voilà, c'est cet art de la littérature qui consistait évidemment à maîtriser l'art narratif du rebondissement, et donc toute une série d'inventions derrière qui consistent à ce qu'on a appelé les cliffhangers, c'est-à-dire les accroches de fin de chapitre qui permettent de redémarrer. Et d'ailleurs, même des Hugo ou des Balzac ou des Zola, quelque part, sont aussi des grands feuilletonistes à un moment donné. C'est-à-dire qu'il y a cet art quand même de dresser comme ça des grandes cathédrales et donc de permettre au lecteur de s'y repérer en ayant comme ça des astuces narratives qui consistent quand même à faire progresser plusieurs récits en parallèle sans perdre le lecteur. Donc voilà, donc ça c'est quand même quelque chose, je pense, qui relève d'un... Ouais, moi j'appelle ça du feuilletonesque, mais on est dans... On est dans quelque chose comme ça. Après, comment dire? Par contre, je ne crois pas du tout que le feuilleton, d'ailleurs le feuilleton littéraire a évidemment précédé le feuilleton télévisuel, radiophonique ou même cinématographique. Et je crois qu'on est dans deux choses vraiment très différentes. C'est-à-dire, par exemple, on l'a trouvé plutôt jolie et quasiment inadaptable à l'écran.
En tout cas, pas au cinéma compliqué. En série, Voilà, peut-être, parce qu'il est plus éclaté. Donc, ouais, mais il y a, comment dire, il y a tout pour ceux qui l'ont lu. Les autres, donc on va faire sortir ceux qui ne l'ont pas lu. Comment dire, il y a dans mes romans vraiment une volonté d'écrire quelque chose de littéraire qui ne passera pas forcément par l'image et qui ne passera donc, qui n'est pas préadaptable, entre guillemets, mais vraiment pas. Enfin ça, je serais assez vexé si on me le disait, si on me le démontrait, et je suis assez persuadé quand même que, d'ailleurs, les lecteurs, les grands lecteurs, sont assez peu des gens qui regardent les séries le soir ou qui sont sur Netflix en permanence, et à l'inverse, les accros de Netflix ou des séries télévisées françaises sont assez rarement de grands lecteurs. Je pense qu'on est dans deux univers différents et que les gens vont chercher des choses assez différentes, finalement. Alors, ils peuvent regarder des récits qui peuvent sembler se ressembler, comme mes romans qui peuvent être adaptés, mais je pense qu'en réalité, les gens cherchent quelque chose de différent en termes de rythme, en termes de façon d'appréhender les personnages, etc. Enfin, moi, je suis très content d'être adapté à la télé. Hein. J'ai 3 adaptations, c'est très bien. Mais, entre guillemets, je ne m'y reconnais pas. Je ne me reconnais pas dans les dialogues, je ne me reconnais pas dans la psychologie des personnages. C'est un autre métier que le métier d'écrivain. Et je suis persuadé que les gens qui lisent... voilà, moi je suis persuadé que le roman a 1000 fois plus de puissance qu'une série télé, parce qu'on a plus de temps, parce qu'on a plus de mots, parce qu'on a plus de liberté, on a plus d'argent, parce qu'on peut comme ça emmener les personnages au Mali sans que ça coûte rien. Donc on a un budget limité quand on écrit un roman. Donc du coup, voilà. Donc voilà, moi je regarde très peu la télé, je suis pas du tout, je connais pas du tout les ressorts de tout ça, et pourtant voilà mes romans, voilà. Donc je pense que au final c'est plutôt, je pense qu'on trouve dans mes romans ce que les producteurs trouvent dans mes romans pour les adapter à la télé, c'est plutôt l'idée que, entre guillemets, les producteurs de télé, ils vont pas chercher bien loin. Hein. Je veux dire, les romans se vendent, donc ils regardent la liste des romans qui se vendent beaucoup, hein, et ils prennent, voilà. Après, ils disent, bon, quels sont ceux qui se passent en France, parce qu'on va pas les tourner à New York et à Singapour, ou voilà. Après, quels sont à peu près les thèmes, pour pas qu'il y ait de trucs, trop immontrables sur un prime time. Et puis voilà, puis une fois qu'on fait le tour, après, on s'aperçoit de ce qui reste, et on tombe à peu près sur les auteurs qui vendent beaucoup et qui sont adaptés. Si en plus il y a une intrigue un peu policière, si en plus il y a quelques rebondissements. Et à chaque fois, c'est passé la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont acheté mes bouquins, presque tous ont été achetés par des producteurs, et après ils se disent, mince, comment on fait ? Parce que, ok, ça se passe en France, il y a un meurtre, il y a un petit policier, il y a là, et après il y a plein de choses qui deviennent un peu plus compliquées parce qu'il y a des faux semblants, il y a des manipulations, et que c'est souvent plus compliqué que le simple scénario d'une série qui ne serait pas tirée d'un bouquin. Alors, vous dites ne pas beaucoup regarder la télévision, mais je ne sais pas s'il y a peut-être une influence aussi, peut-être quand même d'un certain art visuel ou du cinéma, plus précisément dans votre façon d'écrire, et qui me paraît notamment assez marquante. Par exemple, sur le début de Sans famille ou sur le début de On l'a trouvé plutôt joli, vous avez une façon parfois de figer un tout petit peu le récit pour décrire une scène. Je pense la première scène, le tout premier chapitre de Sans famille, avec... certes, il y a le phare qui bouge, il y a la lumière du phare qui arrive dans la pièce, mais sinon tout est très immobile, et vous aimez parfois comme ça figer en fait le temps de quelques paragraphes ou quelques pages, une scène qui, tout d'un coup, alors que le polar est plutôt associé à l'action quand même, au mouvement, un mouvement assez rapide, vous aimez bien parfois figer ce mouvement sur des scènes précises. Est-ce que c'est une influence du cinéma ? Est-ce que c'est... Alors là, je sais pas. Je ne sais pas si c'est une influence du cinéma ou de la BD ou d'autres lectures. Voilà. C'est vrai que quand j'écris, j'essaie de prêter une attention très importante au rythme, et je le retravaille beaucoup. Donc à la fois de chapitres qui, entre guillemets, qui vont vite, qui ralentissent, qui figent, qui redémarrent. Ça c'est clair, et que je me relis beaucoup, en particulier avec beaucoup de questionnements sur ce rythme-là, avec quelque chose que j'utilise beaucoup,
qu'on pourrait appeler le changement de rythme, je pense. C'est-à-dire, notamment, c'est le cas, on l'a trouvé plutôt joli, mais c'est largement le cas dans Un avion sans aile ou d'autres livres. C'est-à-dire, il y a l'idée qu'il y a à la fois un rythme de thriller, donc ça va vite, il y a une course-poursuite. Là, on l'a trouvé plutôt joli, ça se passe sur, je ne sais plus, 4 jours et 3 nuits. Sans famille, ça se passe sur une petite semaine. Bon, donc on est sur un temps très court. Et dans ce temps très court, qui est le temps du thriller, où là, je n'ai pas le temps de figer grand-chose, il y a des respirations qui vont être sur du temps très long. Ce qui est celui, par exemple, là, du récit de Lily, quand elle raconte sa vie. Lily, bah voilà, elle est dans le récit oral, et donc elle va raconter, ou on va raconter sa vie quand elle avait 6 ans jusqu'à aujourd'hui. Et c'est un peu le cas dans Sans famille, quand effectivement on est dans les pensées de Colin, qui va repenser à toute son enfance et son passé. Et dans Un avion sans aile, où il y a une enquête de 18 ans avec un journal, dont le temps est assassin, où là aussi il y a un journal intime. Donc c'est vrai que j'aime bien mêler ces effets de rythme-là, essentiellement parce que ça permet d'avoir une gamme... une gamme narrative plus riche, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans le thriller qui est une course-poursuite, donc que les gens aiment bien a priori parce qu'il y a ce côté tension permanente, mais la tension permanente à un moment donné, c'est si c'est qu'une course-poursuite, ça peut lasser sur 500 pages. Et puis il y a aussi évidemment des astuces qu'on essaie de trouver pour de temps en temps ralentir ou figer le récit, et surtout mettre une autre gamme d'émotions qui est évidemment quand vous avez une course-poursuite et que la personne repense à toute sa vie, etc. On peut jouer sur ou dire d'autres choses là-dessus. Donc c'est vrai qu'il y a toujours ça. Mais du coup, ces astuces de narration que j'aime bien, que ça permet de jouer sur les récits, le jeu, le nous, le il, etc., sur plein de formes de narration, du coup deviennent extrêmement difficiles à transposer à l'image. Le jeu, par exemple, est typique. C'est des récits qui alternent le jeu et le narrateur omniscient, sont extrêmement difficiles à transposer à l'image, parce que si c'est tout le temps un récit d'autofiction, après tout ça va, on suit le héros. Si c'est un narrateur, ça va aussi. Mais si on commence à mélanger les deux, ça devient extrêmement compliqué de faire glisser une voix off au milieu d'un film. C'est des choses que typiquement les réalisateurs n'aiment pas, quoi. Puisque vous parliez justement comme ça de cette fixation parfois un tout petit peu de votre récit et les changements de rythme, vous l'avez aussi évoqué, c'est que votre manière de découper vos romans ne se fait pas au hasard. Et c'est que donc il y a tout cet art comme ça du feuilleton, et vous allez multiplier assez rapidement, pas dès le début, mais assez rapidement, vous allez multiplier les cliffhangers, donc vous en avez parlé tout à l'heure, en fin de chapitre. Alors le cliffhangers, ça vous permet de laisser, donc si on traduit littéralement cliffhanger, ça vous permet de laisser littéralement le lecteur accroché à la falaise, c'est-à-dire suspendu en fait à un moment crucial du récit, en suggérant donc que la situation en cours n'est pas résolue, sa résolution est imminente, voire simplement ajournée. Alors, toute cette manière de travailler donc le suspense, c'est donc quelque chose qui, j'ai l'impression, que vous travaillez énormément. Alors, ça m'a refait penser en fait à ce que Truffaut, dans son livre avec Hitchcock, disait sur le suspense. Il disait que c'est l'art de créer le suspense est en même temps celui de mettre le public dans le coup en le faisant participer. Est-ce que c'est quelque chose comme ça? Et une des raisons pour lesquelles vous aimez bien travailler le suspense, parce que tout d'un coup, ce n'est plus seulement vous, c'est aussi une manière d'inclure le lecteur, le futur lecteur, dans votre roman, en lui mettant des indices. Alors là, il y a deux choses. Sur le cliffhanger, oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire, évidemment, on va laisser le chapitre au moment où... il est tard, il est 11h30 du soir, on bosse le lendemain, on est sur le livre, on se dit, allez, un petit dernier chapitre et j'arrête. Et puis, non, bon, allez, je m'en refais un, parce que bon, quand même, et puis on en refait un, et puis voilà. Donc ça, c'est évidemment un des plaisirs de la lecture qui consiste à avoir envie de lire le livre d'une traite. Enfin, quand on regarde un film, c'est assez rare de regarder un film, de regarder une demi-heure et de se dire, tiens, un Truffaut, se dire, tiens, allez, je mets sur pause et je regarderai la fin du film demain soir. On a plutôt tendance à avoir envie de continuer de voir le film jusqu'à la fin. Bon, je pense qu'un des arts de la littérature, c'est aussi de se dire que, même si c'est pas possible, ou pas toujours possible, d'essayer quand même de frustrer au maximum le lecteur qui ne pourra pas, qui devra arrêter sa lecture à un moment donné. Donc il y a évidemment plusieurs façons de le faire, mais le cliffhanger en fait partie. C'est un art difficile et de plus en plus difficile parce qu'évidemment,
À l'époque d'Agatha Christie, il n'y avait pas encore tant de romans policiers qui avaient pu être écrits. Aujourd'hui, le problème des lecteurs, c'est que les cliffhangers, ils les connaissent. Donc si vous êtes... le gars, il rentre dans la pièce, il ouvre la porte, et là, il y a une ombre derrière, et que vous arrêtez là, et que le coup d'après, vous dites c'était le chat qui passait, bon, et que vous faites ça 3-4 fois... Bon, vous pouvez être sûr que les lecteurs ne vont pas forcément racheter le livre la prochaine fois en disant « j'ai compris ». Voilà, donc le cliffhanger, ce n'est pas juste de l'effet en plan, c'est évidemment quelque chose qui doit réellement surprendre. Et plus les lecteurs en lisent, plus ils s'attendent aux choses, donc plus... Voilà. Et puis, évidemment, le cliffhanger, si vous le faites à chaque fois, ça ne marche plus. Donc il faut que... Enfin voilà, c'est après, ça fait partie du jeu. Moi, je suis le premier à m'énerver quand je lis des romans policiers où les cliffhangers me semblent complètement artificiel ou téléphoné. Donc il y a cette dimension-là. Et après, alors, sur la complicité avec le lecteur, évidemment, le cliffhanger en fait partie, mais ça va au-delà. C'est-à-dire, moi, c'est peut-être le truc que j'aime le plus quand j'écris. Et c'est peut-être d'ailleurs le truc qui m'a amené à écrire ce que j'écris. C'est cette idée que... Moi, je l'ai vraiment connu en lisant Agatha Christie. Je devais avoir 13-14 ans. Et bon, avant, j'étais déjà un gros lecteur, donc j'avais des tas de choses que j'adorais lire. Et quand j'ai lu mon premier Agatha Christie, je me suis dit, il y a un truc en plus. C'est-à-dire qu'il y a l'auteur qui a écrit son bouquin, il y a moi qui le lis. Ok, super, j'aime bien. Et là, il y a un truc en plus. C'est-à-dire qu'elle me parle, elle cherche à me manipuler, je cherche à ne pas être manipulé tout en aimant l'être. Il y avait un jeu qui s'instaurait, qui était un jeu de connivence entre ce qu'elle écrivait, je savais ce qu'elle est, enfin, et de détection, c'est-à-dire quand un personnage pense, est-ce qu'il dit la vérité, est-ce qu'il ment ? Est-ce que c'est Agatha Christie qui le fait mentir délibérément? Est-ce que qui parle? Est-ce que c'est moi qui pense qu'il ment alors qu'il ne ment pas, mais je pense qu'il ment parce que elle m'a dit des choses qui me fait laisser penser qu'elle mentait, etc. Enfin, vous voyez, donc il y a tout un jeu qui s'instaure et qui devient une espèce de connivence. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve assez fascinant parce qu'il y a une espèce de mise en abîme comme ça on est à la fois dans l'histoire, donc on lit une histoire, on est dans les personnages. Et à la fois, on a peut-être une autre partie du cerveau qui travaille en se disant j'ai envie de comprendre, j'ai envie de savoir. Et c'est pas seulement la résolution de l'enquête, hein, c'est aussi de se dire tiens, est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que eux-mêmes, les personnages entre eux, se font confiance? Est-ce qu'il n'est pas en train de mentir quand il lui dit qu'il l'aime, etc. Bon. Donc il y a tout un jeu que je trouvais une espèce de mise en abîme littéraire. Et c'est vrai que dans mes romans, j'adore ça. J'adore quand je me dis tiens, là, à ce moment-là, le lecteur, il va être dans l'histoire, et en plus, il ne va pas savoir si je m'adresse à lui, si c'est le personnage qui parle, et donc d'avoir en fait plusieurs niveaux de lecture à ce moment-là, c'est-à-dire de créer une émotion tout en créant une forme comme ça de connivence. Et c'est assez difficile parce qu'évidemment, plus vous créez de connivence comme ça, moins vous êtes dans une forme d'émotion. C'est sûr, si vous faites un truc en disant, vous arrêtez le roman en disant, bon, alors on fait le point, pour vous, qui est le coupable? Est-ce que voilà, c'est sûr que là, vous allez sortir de l'histoire et il n'y a plus aucune émotion. Vous êtes dans, voilà. Par contre, si vous l'intégrez au récit, ça devient quelque chose de plus subtil et que j'aime, enfin moi que j'aime beaucoup parce que voilà, on est dans quelque chose qui est une sorte de lecture. Et pour moi, il n'y a que la littérature qui le peut. C'est-à-dire que quand vous montrez les choses, vous perdez en grande partie les choses. La littérature permet d'utiliser le jeu et d'être dans la tête d'un personnage. Donc ça, il n'y a que la littérature qui peut le faire. Sauf que si on est dans ce genre un peu psychologique et policier, vous êtes dans la tête d'un personnage, sauf que vous ne savez pas tout de ce qu'il pense. Donc on commence à être dans quelque chose qui peut être extrêmement retors et extrêmement puissant. Voilà, vous rentrez dans la tête de quelqu'un, sauf que vous n'avez pas forcément toutes les clés pour comprendre ce qu'il dit, ce qu'il pense, etc. Voilà. Donc ça permet d'aller, je pense, assez loin dans des sentiments qui soient amoureux, qui soient de vengeance, de trahison, à partir du moment où le lecteur le sait, quoi. Alors, vous parliez du jeu, et justement, il se trouve que quand même, l'écrivain reste tout de même le maître du jeu. C'est-à-dire que c'est vous qui décidez quand est-ce que vous dévoilez au fur et à mesure les éléments importants de l'intrigue et qui sont... voilà. Donc c'est vous qui gardez un peu toutes les cartes en main et qui décidez de les rabattre au fur et à mesure. Oh, bah encore heureux. Oui, il y a quoi que le lecteur, des fois, il y en a, ils lisent à la fin, ils lisent avant la fin et tout. Ça, c'est...
Mais justement, moi je trouve ça assez intéressant parce que cette manière de dévoiler progressivement, or c'est un peu ce que je voulais dire là tout à l'heure quand je disais que vous écrivez contre, c'est que le dévoilement fait, je trouve, compose une grande partie un peu de votre esthétique générale, c'est ça, écrire contre, c'est que vous aimez traquer un peu et souligner les trompe-l'œil qui vont composer notre monde. Alors, je vais relever quelques exemples dans vos romans. On l'a trouvé plutôt joli. Au bout d'un moment, vous parlez de votre personnage principal, Leili, et vous dites « Oui, incontestablement, elle était pétillante, vive, désarmante de fantaisie, mais Patrick percevait sous les paillettes de ses yeux le poids des ans parsemés d'accidents, sous sa tunique arc-en-ciel, un corps fatigué qui ne se dévoilait plus à aucun homme. Donc, sous le phare, sous le maquillage, on voit la vraie histoire de cette femme. Et après ça, quand vous décrivez le lieu du crime, vous dites « La magie d'un coup s'évapora ». Parce que c'est donc dans un hôtel à thème, et quand on ouvre en fait les fenêtres, tout d'un coup on réalise que en fait les thèmes qui ont été composés pour ces pièces, voilà, tout d'un coup en fait on reste quand même à Port-de-Bouc, pas loin de Marseille. Et donc la magie d'un coup s'évapora quand on ouvre les volets. La fenêtre donnait sur une cour de béton, un local à poubelle. La musique exotique fut couverte par le bruit des mouettes, des camions et des bus qui défilaient sans discontinuer sur la nationale. Il tourna la tête et s'attarda sur les enseignes voisines du centre commercial, le Starbucks, le Carrefour, le multiplex. Les dreadlocks de Johnny Depp s'affichaient en 5 mètres sur 4. L'orientalisme s'était évaporé dans les vapeurs des pots d'échappement. Pas de minaret en face, juste les tours d'immeubles et les silos du port. Le palais du califat n'était qu'un cube de tôle ondulée, miracle de la modernité. Et c'est la même chose dans Sans famille, où vous faites, je vais m'en tenir à un seul cette fois-ci, où vous êtes. Vous dites, Simon referma la thèse stupéfait. Il découvrait pour la première fois la face cachée de l'île derrière la vitrine touristique. La thèse à la main, voilà, la face cachée de l'île derrière la vitrine touristique. Et donc voilà, vous aimez bien en fait avoir un décor, le planter, et tout d'un coup, là, l'arrière-scène, l'arrière de la scène s'écroule et on voit ce qu'il y a derrière. Ouais, non, oui, c'est vrai que j'aime bien. C'est vrai qu'en plus, là, vous avez pris des exemples qui étaient des exemples assez géographiques, de description de lieux. Et oui, par exemple, dans tous les lieux presque que je choisis, et j'essaie toujours de choisir des lieux qui sont à la fois très archétypiques, on va dire, quoi. C'est-à-dire Giverny, la Corse, l'île de la Réunion, le Havre. Enfin, donc des lieux qui ont des images associées très fortes. Et je les choisis toujours au début parce qu'elles ont à la fois des images très fortes, mais aussi une face cachée, ou en tout cas quelque chose d'autre qu'on peut mobiliser. Voilà, évidemment, la Corse. Pourquoi j'ai choisi la Corse pour Le Temps est assassin? Parce que je voulais un cadre paradisiaque, le camping, les eaux turquoises, les vacances, donc un environnement comme ça, et tout de suite, très vite, qu'on puisse basculer dans un univers qui soit assez opposé de mystère, de maquis. Évidemment, la Corse proposait ça de façon assez évidente, mais même chose sur Ne lâche pas ma main qui se passe à La Réunion, où là aussi, je commence, c'est un touriste avec sa famille, etc. Et donc le cadre paradisiaque de La Réunion qui se transforme vite en cadre de chasse à l'homme, et c'est pas seulement le paradis qui devient l'enfer, c'est assez classique, c'est aussi derrière la façade touristique, une société qu'on va essayer de décrire et de décrypter. Pour la Corse, c'est pas seulement les plages turquoises versus le maquis et les Corses avec leurs carabines qu'attendent le touriste pour les dégommer. C'est travailler sur le développement touristique de l'île, les alternatives entre différentes opinions qu'il peut y avoir. Enfin voilà, c'est un travail qui peut être plus sociologique sur un territoire. Mais effectivement, de jouer sur le trompe-l'œil, je trouve que c'est intéressant. Alors c'est aussi une façon très, j'espère, très pédagogique d'apprendre des choses. Et je trouve que les romans permettent ça, c'est-à-dire que quand, notamment dans des dialogues ou dans des descriptions, on dit quelque chose au lecteur, et puis qu'après, un autre personnage ou le même personnage va venir dire le contraire, ou on va lui démontrer que ce qu'il croyait avoir vu, c'était pas du tout ça, ou c'était inverse, ça crée une réflexion qui se dit « Ah oui, c'est vrai, finalement », et ça joue sur les certitudes, et c'est vrai que je pense que les romans sont aussi là pour ça, sont aussi là pour faire réfléchir. On a tous nos petites certitudes, et que quand les romans viennent nous faire juste réfléchir, c'est plutôt pas mal. C'est aussi pour ça que j'ai écrit, on l'a trouvé plutôt joli, je me suis dit que voilà, ça permettait aussi, à travers ces faux-semblants, de peut-être réfléchir à la question des migrants en la voyant sur plusieurs facettes.
Alors, cette utilisation de la fiction, elle est peut-être quand même à mettre sur le compte de vos années passées en tant qu'enseignant-chercheur en géographie. Donc il y a vraiment cette véritable attention à la géographie dans vos livres, même plus précisément je trouve à l'urbanisme, on l'a trouvé plutôt joli, et à la topographie dans Sans famille. Est-ce que le roman, d'une certaine manière, c'est un autre moyen de cartographier le réel comme ça ? Non, je crois pas. Je crois pas du tout. Il y a vraiment une distinction très forte entre le romancier que je suis devenu et le géographe, enseignant, chercheur, CNRS, etc. Notamment parce que j'étais romancier, j'inventais des histoires bien avant de devenir prof. Voilà, c'est quelque chose que je suis. Enfin, voilà, je suis pas né prof, mais je pense que je suis né, enfin écrivain en tout cas, je suis né avec l'envie. Voilà, à 6 ans, je savais que j'avais envie d'écrire des livres. Je savais pas que j'avais envie de devenir géographe. Je savais même pas que ça existait. Donc voilà, donc il y a une antériorité, et c'est vrai que quand je commence un roman. Je commence jamais en me disant alors quelle thèse de géographie je pourrais développer, il faut que je trouve une histoire pour pouvoir... Non, c'est toujours l'histoire, uniquement l'histoire, les personnages, enfin, quelque chose qui n'a absolument rien de pédagogique derrière. Et après, quand on commence à écrire, etc., évidemment, on met de la chair, et dans cette chair, moi, ça m'intéresse beaucoup d'y mettre un peu de sociologie, un peu de géographie, un peu d'histoire, un peu de matière. Mais et peut-être là qu'effectivement, mon passé de prof, chercheur, me permet de le faire peut-être plus facilement que d'autres, ou d'oser le faire peut-être. Mais ça, c'est une hantise que j'ai, c'est toujours de le faire au service de l'histoire, et jamais que ça soit un prétexte. Mais je pense que, enfin, je ne vais pas me comparer à des Dumas ou des gens comme ça, mais je pense que c'était vraiment leur credo, hein, de Jules Verne, etc. Je pense que c'était leur credo, c'est-à-dire que c'était l'histoire qui est la grande histoire qui est au service de leur histoire, et jamais le reste. C'est jamais on va faire quelque chose à d'Artagnan parce qu'on a envie de dire quelque chose sur Richelieu. C'est vraiment pas ça. C'est vraiment l'inverse. C'est-à-dire que voilà, et si Richelieu pouvait pas faire ça, c'est pas grave. Il le fera quand même parce que ça sert l'histoire. Donc moi, ma géographie, je suis parfaitement capable de la déformer si elle ne rentre pas dans le cadre de mon histoire. Et ça sera jamais l'inverse, parce que sinon. Non, sinon, ça ne marche plus, quoi. Je veux dire, sinon, j'écris une thèse de géographie, j'écris pas un roman. Alors, je vois que le temps avance. Est-ce que vous auriez des questions ? Je ne sais pas s'il y a des micros. Où sont les micros pour faire passer dans la salle ? Est-ce que quelqu'un aurait une question, éventuellement ? Ah, tiens. Merci beaucoup. Si vous voulez poser une question, manifestez-vous en levant bien haut la main, déjà que... Monsieur Payon, Monsieur Bussy puissent bien vous voir. Et parlez dans le micro qu'on peut vous donner de part et d'autre, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'aurais voulu vous demander, est-ce que votre éditeur, a eu du mal à avoir l'autorisation pour ce titre ? On l'a trouvé plutôt joli ? Oui. Non, ça s'est fait assez simplement, mais on l'a fait assez tôt. C'est-à-dire que au début, on ne le faisait pas, comme vous avez un peu expliqué. Et puis là, moi, très tôt, j'ai su que c'est le titre dont j'avais envie pour mon roman. Notamment parce que l'héroïne aussi s'appelait Leili en référence à la chanson. Donc on a demandé très tôt à Pierre Perret, mon éditeur a demandé à Pierre Perret, je lui ai écrit une lettre à Pierre Perret pour lui demander s'il voulait bien. Et il a accepté très, très gentiment. Il se trouve qu'il avait lu un de mes romans déjà, et puis il l'a fait vraiment très, très, très gentiment. Donc ça s'est fait de façon très... Je n'ai pas rencontré Pierre Perret, bon, il est assez âgé, mais enfin, on a échangé un petit peu comme ça, de façon sympathique. Bon, et puis c'est vrai que j'aurais été très déçu qu'ils disent non, parce que là, pour le coup, il y avait un vrai hommage à la chanson, et il y avait un vrai parallèle entre les deux, quoi. Enfin, c'est vrai que quand j'ai commencé à écrire mon histoire sur les migrants, j'ai cherché un titre, d'évidence, on l'a trouvé plutôt joli, mais m'est apparu, et cette chanson m'est apparue comme une sorte d'évidence. Donc ça s'est fait gratuitement, quoi. Là, ça s'est fait gratuitement, oui, complètement. D'accord. Merci. Bon, il se trouve aussi que Pierre Perret avait écrit des livres et qu'il était chez pas le même éditeur, mais le même grand groupe, donc ça a peut-être aidé. Je ne sais pas si ça a aidé d'ailleurs, mais en tout cas, voilà, il savait où le trouver, quoi.
Oui, bonjour. Bonjour. Je suis fidèle lectrice. Je voulais savoir, à partir du moment où, quand ça prend page dans votre tête, quand ça commence à se mettre en route, si vous savez déjà où ça va vous emmener directement, par quel moyen? Parce que là, celui-là, il est particulièrement un tiroir bien enquillé. Quand vous écrivez, vous savez déjà que la fin sera comme ça, mais que vous aurez passé par tel et tel endroit, où ça vient au fur et à mesure de l'écriture. Généralement, j'essaye d'avoir mon roman idéal dans la tête le plus possible. Donc souvent, ça naît d'une idée. Voilà, une idée, comme on dit, un pitch, enfin, voilà, une idée. Bon, enfin, ça, je pense que tous les écrivains commencent par une idée. C'est pas difficile de faire autrement. Du coup, par exemple, sur Sans famille, c'est effectivement un orphelin qui va croiser son père vivant alors qu'a priori il est mort. On l'a trouvé plutôt joli. Là encore, je ne peux pas révéler la fin, mais pour ceux qui l'ont lu, c'est né de l'idée de la fin. Voilà, c'est né de l'idée d'une astuce, voilà, d'un twist, comme on dit. Donc voilà, donc il y a une idée de départ qui est souvent, moi j'aime bien partir sur une idée a priori compliquée, dont j'ai l'impression qu'elle n'a jamais été écrite. Après, c'est sans doute qu'une impression, mais en tout cas, ça me donne du courage de me dire, tiens, ça, il n'y a peut-être pas d'autres auteurs qui l'ont écrit comme ça ou qui l'ont fait comme ça. Donc de partir voilà, sur une sorte de défi. Et après, une fois qu'il y a cette petite euphorie de se dire, ah là, je tiens une idée qui est quand même originale, il y a une longue phase de déprime en me disant, ça va pas marcher. Ça marche pas. Enfin, voilà. En théorie, c'est peut-être super, mais personne n'a jamais eu cette idée parce que de toute façon, ça ne peut pas marcher. Donc là, il y a une longue phase de rumination qui peut durer des années, voilà, qui peut durer 10 ans, voilà, parce qu'il y a quand même pas mal de rumination jusqu'à se dire, tiens, est-ce qu'il y a une façon de le faire marcher? C'est typique de Nymphéa Noire, par exemple. Et puis voilà, puis un beau jour, au fur et à mesure, voilà, les choses peuvent s'étoffer un petit peu. Et puis il y a toujours une phase où je me dis, voilà, ça va être le prochain roman. Voilà, je choisis, quand je suis en phase de fin d'un roman, je me dis, voilà, quel sera mon prochain roman? Et là, je commence à y penser un peu plus. Il y a les antennes qui se mettent un peu à pousser. Et on commence à essayer de penser au personnage, de penser au lieu, etc. Et là, effectivement, c'est une phase extrêmement étrange, qui est sans doute la seule où il y a plus d'inspiration que de travail, parce qu'après, quand on écrit, c'est avant tout du boulot. Du boulot et du boulot et du boulot, et on rature et on recommence, voilà. Mais cette phase-là, où moi, en tout cas, j'invente l'histoire, c'est une phase pure de création. C'est là, tout est possible, et on emboîte les choses, on dit, tiens, tel personnage, on invente les personnages disparaissent, on en invente d'autres, voilà. Et à un moment donné, j'adore faire ça en vacances, moi. Voilà, on est vraiment infréquentables, les écrivains, parce qu'on part en vacances, et puis je suis avec mes personnages en train d'inventer mon histoire. Mais du coup, voilà, ça permet d'avoir du temps d'esprit un peu plus disponible. Et voilà, donc j'invente l'histoire, et c'est vrai qu'à un moment donné, quand les choses s'emboîtent, quoi. Les choses deviennent plus fluides. On commence à avoir un fil conducteur, une psychologie des personnages qui semble limpide. Enfin, de toute façon, il y a toujours un côté où les choses deviennent limpides, et voilà, c'est très complexe, mais voilà, les choses s'éclairent. Et à ce moment-là, voilà, j'ai le roman un peu idéal dans la tête. Et alors, je prends des notes, hein, évidemment, mais je dirais les notes ne sont pas importantes parce que tout est dans la tête. Et là, je me mets à écrire. Alors, il y a une énorme différence entre, évidemment, ce que va être le roman écrit et le roman que j'avais dans la tête, mais c'est toujours quand même un chemin où j'essaye de me rapprocher le plus du roman idéal que j'avais en tête. Ça c'est clair. Bon, voilà. Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'écrivains qui ne font pas comme ça, parce que ça peut apparaître très ennuyeux. Parce qu'évidemment, quand on écrit, c'est une écriture qui est très conditionnée par... moi, je compare un peu à un architecte, quoi. On a le plan, on a la maison en tête, et après, on le fait, quoi. Et évidemment, c'est sans doute plus passionnant de se mettre à la table le matin d'écriture et de pas du tout savoir ce qui va se passer. Moi, je le sais, et je m'énerve parce que je me dis, tiens, ce chapitre-là, dans ma tête,
vraiment, c'était un truc, là, ouais. Et puis on l'écrit, puis c'est nul, donc on se dit, c'est pas possible. Et voilà, et il faut que ça arrive à... Parce que ça devrait être bien, puisque dans ma tête, je le vois bien, quoi. Mais voilà. Donc c'est comme ça que je travaille. Et voilà, donc il y a une nouvelle fois, parce que l'écrivain, comme je disais, il peut tout se permettre, donc j'adore inventer un truc un peu idiot dans ma tête et de me dire après, tiens, je vais essayer de l'exprimer par des mots. Oui, parce que vous nous laissez beaucoup de place à l'imaginaire. Quand on vous lit, il y a votre récit, puis nous, on fait notre adaptation avec notre vécu, comme vous le disiez tout à l'heure, qui n'est pas forcément le même que le vôtre, et où on va pas voir forcément les mêmes choses que vous. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans celui-là, mais je ne dirais pas que vous êtes un vrai policier, vous êtes plus un suspense, vous êtes quelqu'un qui va nous emmener par des chemins bien tordus, qui va nous amener à nous dire, ah ben oui, finalement, c'était pas tout à fait ce que moi j'avais pensé au début. Oui, c'est vrai que c'est bien tordu, ouais. Bonsoir. Ici. Me lever carrément. Bon, d'accord. Je vous ai vu. Je voulais vous demander, justement, quand vous pensez à des romans, les lieux dans lesquels vous les situez, c'est quand même, comme vous disiez, la Corse, la Réunion, tout ça, c'est je veux dire, assez précis. Est-ce que vous avez eu ces idées en y allant, ou est-ce que c'est comme ça, par rapport à peut-être à vos recherches de géographie ou quoi, que vous décidez là où va se situer le roman? Le seul roman où vraiment j'ai eu l'idée sur place, c'est Ne lâche pas ma main, à La Réunion. J'étais à La Réunion, et puis le roman est vraiment né en étant sur place, et puis voilà, dans l'hôtel où j'étais, sur les lieux que j'allais, j'ai inventé l'histoire au fur et à mesure que je me déplaçais à La Réunion. Mais je crois que c'est le seul de tous mes romans. Tous les autres, j'ai d'abord inventé l'histoire, et après je me suis dit, où est-ce que ça peut se passer ? Et il n'y a généralement rien d'évident. Je l'ai dit parfois, Nymphée à Noir, par exemple, ne devait pas du tout se passer à Giverny. Là encore, pour ceux qui l'ont lu, sorte, enfin, on refait le tout. Mais comment dire, au départ, moi, je voulais un village qui soit un village fantôme, un vieux village de montagne où il n'y ait plus que ma personne âgée qui soit là. Et je voulais pas du tout un village touristique avec tout ça. Et puis, voilà, comme on l'a dit tout au début, voilà, j'étais normand, je me suis dit, bah tiens, il faut que ça se passe quelque part en Normandie, ça parle de peinture, pourquoi pas Giverny ? Et puis j'ai freiné des pieds en me disant, Giverny, les nymphéas, c'est tellement connu, ça va écrabouiller mon histoire. Voilà. Et puis bon, voilà, c'est parti comme ça. Donc souvent, voilà, il y a une espèce de casting presque du lieu. En tout cas, je fonctionne de plus en plus comme ça maintenant. Après, c'est évidemment des lieux que je connais quand même, où je vais évidemment une fois que mon roman est là. Mais c'est vrai que j'aime bien comme ça maintenant avoir avoir une histoire idéale, une histoire qui soit assez aboutie, et après essayer de trouver le lieu idéal, en même temps d'ailleurs que les personnages vont se créer pour situer les... Puis ça donne un plus, parce que moi, c'est vrai que dans mes lectures d'enfants, d'ados, j'ai toujours adoré cette lecture qui, en plus, permet de voyager, ou permet de s'évader, ou permet d'aller quelque part. J'aime bien d'autres formes de littérature aussi, mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose que j'adore. Enfin, c'est vrai que quand j'écris sur la Corse et que des gens qui n'ont jamais mis les pieds en Corse prennent mon livre et l'aiment et me remercient parce qu'ils ont passé une dizaine d'heures en ayant l'impression d'y être, je me dis que voilà, que en plus de mon histoire et de tout le reste, c'est quelque chose qui quelque part Enfin, la littérature permet ça aussi, permet d'avoir l'impression d'aller... moi, j'ai eu l'impression... Je n'ai jamais été visiter la Sibérie, mais avec Michel Strokoff, j'ai quand même eu l'impression d'y être. Je n'ai jamais fait de bateau à voile, mais j'ai quand même l'impression, avec des récits, d'y être. Donc, quand la littérature permet ça, c'est quand même sympa. Et du coup, c'est vrai que parfois, je me dis, tiens, allez...
pourquoi pas faire ça en Corse? Pourquoi pas aller mettre mon héros dans un lieu qui va donner, qui ne va rien retirer à l'histoire, mais qui va en plus donner quelque chose qui donnera un plaisir supplémentaire au lecteur, à condition que ça serve l'histoire, bien sûr. Ouais. Alors, une question ici. Allez-y, monsieur. Oui, voilà, bonjour. Bonsoir, plutôt. Voilà votre inspiration, vous permet de créer. Donc, est-ce que c'est basé sur... Est-ce que c'est des créations fictives ou alors c'est basé sur quand même un vécu ou quelque chose qui vous a été relayé par la famille enfin, vous venez juste avant d'en parler un petit peu de votre adolescence, jeunesse, etc. Mais est-ce que ce n'est pas quand même un peu teinté avec un vécu ou alors un vécu de la famille ou de votre environnement ancien? Alors moi, je m'inscris évidemment dans la littérature de fiction, d'imagination, et donc il n'y a pas directement d'autofiction dans mes romans, donc je revendique ça. Et de ce point de vue-là, voilà, on ne pourrait pas trouver, même mes proches, etc. Il n'y a aucun lien précis, et je raconte pas d'histoire que mes proches m'ont raconté ou que quelqu'un dans un bar m'a raconté, etc. Voilà, moi, mon grand plaisir d'écrivain, c'est vraiment d'inventer des histoires et quand on dit la réalité dépasse la fiction, j'ai toujours tendance à dire non, la réalité dépasse pas la fiction. La réalité, elle a ses limites. La fiction, elle en a pas. Et c'est l'un des pouvoirs des écrivains ou des créateurs de pouvoir, de pouvoir fictionner autant qu'ils le veulent. Donc moi, c'est là-dessus, non, aucune de mes histoires n'est basée sur un fait divers réel, n'est basée sur des personnages réels qui auraient inventé, etc. Ça c'est absolument clair. Après, forcément, on y met de son inconscient. Je pense que si ça fait 13 romans que j'écris, que les gens me suivent un petit peu, etc., c'est parce qu'ils retrouvent des choses dans mon univers qui peuvent leur parler. Enfin, on ne se contente pas d'écrire des romans policiers, etc. Il y a une partie de mon univers. Donc c'est vrai que je parle beaucoup de l'enfance, je parle beaucoup de la quête d'identité, je parle beaucoup des femmes et de la maternité, de la filiation. Enfin, je parle beaucoup d'un certain nombre de thèmes qui reviennent souvent dans mes romans. Et je pense que si les gens reviennent aussi à mes romans, c'est peut-être parce qu'ils ont aussi envie d'entendre parler de ça ou qu'ils aiment la façon dont j'en parle. Enfin, voilà, il y a forcément, on a tous nos obsessions. Je pense qu'on ne peut pas être écrivain complètement sans faille, sans mettre comment dire, dans ses romans des peurs, des failles, des douleurs, des choses. Voilà, on ne peut pas écrire une histoire d'amour sans forcément, on ne peut pas s'extraire de soi, et forcément on pense ou on l'écrit en fonction de son vécu amoureux, c'est évidemment. Donc tout ça existe. Après, moi, ce que j'aime beaucoup dans les auteurs de fiction, de policiers en particulier, etc., c'est qu'il y a une forme de pudeur qui fait que tout ça est entre les lignes, et est inconscient ou est déguisé de façon à ce que l'histoire se déroule sans que ça ne perturbe en quoi que ce soit cela. Alors, c'est évidemment présent, mais voilà, c'est fait de façon suffisamment pudique. Et c'est pour ça d'ailleurs que les écrivains sont pas des rockstars, enfin, comment dire. Là, je vous ai parlé de mes romans, je vous ai pas parlé de moi. Et voilà, quand on voit des émissions à la télé avec un acteur, un chanteur qui se met sur un divan et qui raconte sa vie, on a envie de le savoir parce qu'on s'identifie à ces acteurs, à ces chanteurs, etc. Mais j'ai tendance à penser qu'on n'a pas à s'identifier à un écrivain et qu'on s'identifie à ses livres, mais on n'a pas à s'identifier à un écrivain, en tout cas pas à un écrivain de fiction. Et voilà, donc j'espère ne jamais m'allonger sur un divan à la télé pour raconter ma vie, parce qu'il n'y en a pas besoin, parce que moi, les auteurs que j'aime bien, j'ai pas besoin de savoir... Voilà, quand ils me racontent une histoire amoureuse, j'ai pas envie de connaître leur vie amoureuse. Par contre, j'adore la façon dont ils me parlent d'amour. Voilà, mais voilà, c'est peut-être même que si je connaissais leur vie amoureuse, je serais terriblement déçu. Et voilà. Donc c'est exactement comme quelqu'un qui compose des chansons. Ben voilà, on n'a pas forcément envie de. Alors, on aime ces chansons, on n'a pas forcément envie de savoir qui les a composées et pourquoi et dans quel contexte, etc.
On va prendre encore 2 questions, une là-bas et une ici. Et puis ensuite, on se retrouvera à la dédicace. Merci. Bonsoir. C'est par là. Oui. Bon, on a tellement de choses à dire sur vos romans. Enfin, mon préféré, c'est Nymphéa Noire, incontestablement. Il est très bien construit. Je voulais juste vous poser une question par rapport à... On l'a trouvé plutôt joli, donc il me reste 100 pages à lire. Je finirai ce soir, à mon avis. Mais c'est un thème très fort, d'actualité certes, mais très très fort. Un vécu du personnage principal extrêmement fort, intense, une femme africaine. Voilà, enfin, c'est très émouvant ce que vous racontez, ce qu'elle raconte sur elle-même, sur son vécu. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire sur ce thème-là, avec cette intensité, d'une part, et puis d'autre part, est-ce que ça part d'un engagement personnel, entre guillemets? Est-ce que vous aurez un jour les associations de défense des migrants sur le dos? Est-ce que, voilà, enfin, je me suis posé beaucoup de questions sur vos motivations. Merci de la question. Alors, vous aurez la réponse dans 100 pages, dans 80 pages. Vous n'êtes pas loin, je pense, a priori, de pourquoi je l'ai écrit. Enfin, pourquoi je l'ai écrit, en tout cas, pourquoi je l'ai écrit de cette façon-là. Il y a ça. Après, c'est toujours les romans sont des rencontres entre plusieurs envies. Il y a à la fois une envie de roman policier. Donc ça, on va dire, c'est l'astuce dont la trouver plus jolie, c'est la structure dont la trouver plus jolie, et ça m'a amené évidemment à envisager la question des migrants. Et après, au départ, je ne savais pas réellement comment j'allais prendre cette question des migrants. Voilà, est-ce que c'était juste un sous-thème comme ça qui allait être là? Voilà, j'avais une héroïne qui était migrante et ça s'arrêtait là. Ou est-ce que je le traitais beaucoup plus frontalement en consacrant une grande partie de mon roman à sa trajectoire de vie, aussi à ses tentatives de passer en France et plus, là pour le coup, plus je composais l'histoire et plus il me semblait évident qu'il fallait le traiter frontalement et pas seulement de façon voilà, une fois qu'elle est en France, qu'elle est arrivée, voilà. Non, il me semblait nécessaire, en particulier parce qu'effectivement il y a un engagement peut-être humaniste derrière, en tout cas cette idée que on ne pouvait pas en parler en l'édulcorant parce que ça se passe, enfin je ne vais pas faire tout un discours là-dessus, mais évidemment ça se passe à nos portes, ça se passe aujourd'hui, c'est évident que dans quelques décennies, quand l'histoire passera, ça sera une des grandes questions éthiques qu'on a à gérer, qui est est-ce qu'on s'enferme, est-ce qu'on ouvre, et on sait bien que ces questions-là vont se poser dans les années qui viennent. Voilà, donc ça me semblait impossible de ne pas l'attaquer frontalement et de l'insérer dans mon récit. Après, voilà, moi j'ai lu plein de récits de migrants et j'ai été pas seulement ému, c'est voilà, ça pose réellement une question. Moi, ça m'a posé voilà, des questions éthiques, de me dire voilà comment on peut. Est-ce qu'on détourne les yeux? Voilà, et c'était intéressant de le faire en roman parce que ça permettait de le traiter de façon humaniste et pas strictement politique. C'est-à-dire de se dire, voilà, avant tout, il y a une forme d'émotion et qu'on peut traiter cette émotion-là. Après, il y a quelque chose dont je suis fier dans ce roman, c'est que ça traite de migrants économiques. Parce qu'il y a eu beaucoup de récits sur des migrants, beaucoup de films sur des migrants, mais assez souvent, Olivier Noiret, etc., qui ont fait des très bons romans, mais assez souvent, on part d'une sorte de facilité qui est le migrant, il quitte la Syrie, il quitte un pays en guerre, il est réfugié politique, enfin voilà, il risque sa vie, donc il part avec sa famille et il va essayer de rentrer en Europe. Donc ça, c'est évidemment important, mais c'est un peu facile parce qu'effectivement, on a forcément une empathie très forte pour quelqu'un qui a le choix entre mourir avec sa famille ou se sauver et essayer de reconstruire sa vie. Voilà, n'importe quel être humain, forcément, va comprendre. Et on a un ressort dramatique fort. Mais quand il s'agit des migrants économiques, et mon roman ne traite que de migrants économiques, ça devient évidemment beaucoup plus ambigu. Et pourtant, on ne peut pas nier qu'évidemment, il y ait toute une série de gens, de familles, de femmes, d'enfants, d'ados, etc., qui veulent simplement entrer en Europe pour poursuivre un rêve, pour changer de vie, parce que tout simplement, ils ont envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe ailleurs et qu'ils n'ont pas envie de rester chez eux. Et évidemment, pour moi, ça pose beaucoup plus de questions et c'est beaucoup.
voilà, si on en discutait tous ensemble, il y aurait des opinions beaucoup plus contrastées sur ça. Mais ça m'intéressait beaucoup parce que quelque part, ça part du rêve, quoi. Ça part de se dire, on a tous des rêves en soi. Et moi, je suis fondamentalement persuadé qu'on n'empêchera jamais un petit pourcentage de l'humanité de rêver et de voyager, de partir. Ça ne sera jamais 50% de la population, mais vous aurez toujours quelques individus, une poignée d'individus qui, de toute façon, auront toujours envie de prendre un voilier et de partir, auront toujours envie de gravir la montagne, auront toujours envie. Et l'humanité a toujours fonctionné comme ça, et c'est ce qui fait des héros. Et voilà, il y a toujours des gens qui disent « Non, mais moi, je suis né ici, mais je ne finirai pas ma vie ici. Je veux partir, je m'en fous de mourir. En tout cas, je veux ne pas être assigné à résidence quelque part. » quoi. Et c'est ça que ce roman voulait dire à un moment donné. C'est dire, c'est pas seulement des gens qui ont le choix entre se prendre une balle ou partir, c'est aussi des gens qui simplement se disent voilà, mon rêve est plus grand et voilà, et c'est tout. Et donc, je suis prêt à monter sur un bateau pneumatique, je suis prêt éventuellement même à le faire avec mon bébé parce que c'est ma propre folie et que c'est tout, quoi. Voilà, et ça, on ne pourra jamais l'empêcher. Mais je trouve que c'était au-delà du côté policier, je trouve que c'était une belle idée de roman. Voilà, après, sur l'engagement, bon, voilà, je le fais moi-même, mais voilà, je ne suis pas tout seul, hein, on est quand même un certain nombre. Et puis après, je ne veux pas être donneur de leçons du tout. Ceux qui veulent lire le roman le lisent, ceux qui ne veulent pas le lire ne l'achètent pas. Mais on est aujourd'hui dans un moment du monde où, de toute façon... il n'y a pas le choix, il faut que les gens qui ont des choses à dire le disent, même si évidemment on sera toujours taxé de bien-pensance, de ne pas voir les conséquences d'être études qui pourraient être qualifiées de trop humanistes, etc. À un moment donné, les gens qui ont la parole, qu'ils soient écrivains, qu'ils soient opposition, il faut qu'ils le disent parce que d'autres ne se privent pas. Enfin, je vais finir là-dessus, je ferai être très long, mais... Quand j'écrivais le roman, évidemment, j'étais à l'affût de l'actualité sur les migrants, j'étais à l'affût de toutes ces questions-là. Et peut-être ce qui m'a choqué le plus, c'est dès qu'il y avait une information sur un blog, sur une page sur Internet qui montrait des morts en Méditerranée, 95% des commentaires sur les forums étaient des commentaires de haine, dont je ne comprends même pas aujourd'hui pourquoi ils peuvent être lisibles sur le net. Enfin, c'était... tant mieux qu'ils crèvent, c'est toujours ça de moins qui viendront nous envahir, voilà, c'est laissons-les mourir. C'était des propos de haine et d'incitation à la violence et que je trouvais extrêmement choquants et condamnables même. Et voilà, et plus je lisais ça, plus je me disais, mais le fait que cette parole-là, indépendamment de ce qu'on pense, que cette parole-là qui puisse souhaiter la mort de gens soit libérée, m'incite à dire qu'il faut qu'il y ait de contre-paroles aussi pour dire non, non, on ne peut pas laisser, indépendamment de ça, on ne peut pas laisser mourir les gens, on ne peut pas laisser, et même simplement s'en foutre. Enfin voilà, bon, c'est quelque chose moi, qui me touche beaucoup parce que je pense que c'est la grande, comment dire. C'est là que les coutures du monde sont en train d'exploser pour moi. Et voilà. Et donc, on ne tiendra pas simplement comme ça en s'arc-boutant sur les coutures. Donc, il faut avoir le courage de penser autrement. Voilà. Après, je peux faire un cours de géographie, mais voilà. Mais... S'il vous plaît. Oui. Monsieur Bussy, je tiens d'abord à vous dire merci pour le plaisir que vous me donnez quand je lis vos romans. Et je voudrais revenir sur le roman Sans famille. J'ai vu que c'était un roman que vous aviez écrit il y a déjà pas mal de temps et qu'il était épuisé. Or, vous êtes revenu sur ce roman et vous l'avez un peu modifié, notamment en intégrant une ado-fille. Donc, je voulais vous demander qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous avez envie de reprendre un roman qui était fait, qui a été édité, qui était normalement abouti. Or là, vous avez eu envie de le reprendre en ajoutant quelque chose ou en modifiant quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête pour que vous preniez cette décision ? Alors, comment dire ? Quand j'ai écrit Sans famille, c'était le premier roman, c'était mon 4e roman, donc qui est paru d'abord chez un éditeur régional. C'était mon premier roman sur une île imaginaire. Et pour moi, c'était un roman qui était... J'avais l'impression d'écrire un roman très grave, très noir.
parler d'un orphelin, une machination avec autour de son père, etc. Donc j'avais vraiment l'impression d'écrire un truc super noir, super glauque. Et du coup, il allait au cimetière, etc. Enfin, bon. Et du coup, je l'ai contrebalancé beaucoup par quelque chose avec des traits d'humour, avec des personnages avec beaucoup d'humour. Enfin, pour contrebalancer. Et puis, quand le roman est sorti, je me suis aperçu que ce qui revenait toujours, c'était on dirait le Club des 5. Enfin, que c'était un roman, et que d'ailleurs, c'est un roman qu'on faisait beaucoup lire à des ados par rapport aux autres. Et donc, je me dis, c'est pas comme ça que je l'avais vu, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, très bien. C'est pas pour ça qu'on me disait que c'était pas bien, mais on me disait, voilà, c'est un roman qui est assez léger, qui est assez solaire, qui est avec les ados comme ça, qu'enquête, il y a un trésor et tout. Bon, ok. Et donc, du coup, beaucoup d'ados lisaient. Et évidemment, les ados qui lisent, c'est quand même plutôt des filles que des garçons. Et donc les filles étaient très contentes de lire mon livre, mais elles lisaient une histoire de garçon, quoi. Voilà. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, cette histoire, je l'avais imaginée depuis très longtemps, sans doute depuis que j'étais moi-même ado, et que j'avais écrit ça comme dans mes histoires, il y avait presque que des garçons qui enquêtaient que des héros dans ces histoires de pirates, enfin de trésors et tout. Et donc je me suis dit, mais trop tard, le livre était déjà parti en me disant... d'évidence, c'est idiot. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir un roman qui ne parle que de garçons. Forcément, il y a une mixité. Et je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, je n'ai pas pensé au moment où j'écrivais mon roman à intégrer un personnage féminin. Donc c'est devenu une sorte d'obsession de me dire si Sans famille ressort, parce qu'il était épuisé assez vite. Donc quand on republiera, ou quand je republierai... Sans famille, je rajoute ou je transforme un personnage féminin, voilà, et c'est ce que j'ai fait. Et en fait, ça ne changeait pas énormément de choses, mais je pense que ça ajoutait quand même à la psychologie de Colin, et surtout, voilà, c'était... Voilà, mais c'est vraiment moi mes souvenirs. Moi, quand j'étais en camp d'ado moi-même, il n'y avait pas forcément de mixité. Voilà, c'était un peu à l'ancienne, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tout ça a évidemment largement basculé et qu'on voilà. Donc c'est pour ça que j'ai changé. Voilà. Après, je vais pas changer grand-chose d'autre, hein, d'ailleurs. Hein. J'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup. Après, c'est un roman sans famille, voilà, qui touche aussi un peu à l'enfance. Donc c'est vrai que c'est un roman qui ce que j'aime dans ce roman, c'est qu'à la fois on peut le voir comme quelque chose d'assez léger, une casse de trésor, et puis voilà, après ça parle quand même de deuil, et donc voilà, les gens l'abordent assez différemment, c'est-à-dire que certains peuvent l'aborder en surface et d'autres l'abordent de façon beaucoup plus par cette question du deuil et du deuil à l'adolescence, quoi. Bien, merci infiniment, Monsieur Bussy, pour votre générosité. Combien on aime, nous, les bibliothécaires, ces moments. Je disais, c'est la part belle du métier. Toute mon équipe, je sens, à savourer. Et le public aussi très attentif. Merci, Monsieur Payon, en tout cas, pour les questions tout à fait pertinentes. Je ne sais pas si Monsieur Bussy est toujours autant généreux. En tout cas, ce sont des petites parenthèses dans ce rythme un peu fou. Fort agréable, en tout cas, de se poser. Et on a, en tout cas, peut-être pas la recette de l'écrivain, mais d'avoir l'impression d'être entré dans l'atelier de l'écrivain. Merci d'avoir levé le voile aussi finement. Merci beaucoup. On se retrouve pour la dédicace. Merci à tous. À tout de suite. Rendez-vous dans le hall. Merci.